À quoi jouent le Barça et le Real? Salut à tous, bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour aborder ce thème compliqué, mais passionnant. Passionnant, l'antagonisme qu'il y a entre le Barça et le Real, encore plus en ce moment avec tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Negreira. On va y revenir aujourd'hui avec nos spécialistes et puis avec... mon ami, mon collègue, Elton Mokolo. Bonsoir Elton. Bonsoir à tous, et j'espère que vous allez bien. C'est une thématique qui est très très intéressante parce qu'il est question de quoi? Il est question bien évidemment du Barça et du Real Madrid. Ça va être intéressant de voir tous les événements qui se sont passés et essayer de les voir avec le prisme Real, le prisme Barça ensemble. Et on va pouvoir essayer de décortiquer tout ça et essayer au moins de simplifier pour les socios, de simplifier et Dieu sait que c'est très toutes ces notions. Ouais, ça va être bien. On a deux invités avec nous. Ils sont l'un à côté de l'autre, ils se connaissent bien, puisqu'ils font partie d'un même podcast, notamment pour 11e art, le Comex. C'est le podcast de Thibaut. Enfin, moi, on va remettre je commence par Thibaut alors. Le Comex, c'est collectif. Hein, Thibaut Leplat, bonsoir. Bonsoir les gars. Ça va bien? Ça fait bien. Ça fait plaisir d'être là. Ben oui. On se voit grandir, on se voit mûrir, on se voit grossir. Il faut savoir qu'avec Thibaut, on a dû faire des plateaux ensemble quand nous, au Club des 5, je dis nous, donc c'est Samuel, Walid et Bilal et moi, on était encore étudiants, on faisait des petites émissions comme ça et Thibaut avait été invité et depuis ce jour-là, il a vraiment essayé de prendre des nouvelles de nous à chaque fois. Bah ouais, parce que à chaque fois que je venais en promo, c'est là où j'avais le plus peur d'aller parce que c'est là où il y avait le plus de compétences. Il disait aïe, ils vont me parler encore d'Offenheim. Et Thibaut, le fameux pressing de Walid. C'est là j'ai connu Walid aussi. Et effectivement, moi à chaque fois que je venais, c'était. Je remarquais que vraiment là il y avait quelque chose. Il se passait quelque chose. J'en ai fait beaucoup des plateaux et depuis le début. Voilà, on voit la compétence et la passion. Bah c'est gentil. On est très heureux de t'avoir avec nous. Tu as écrit notamment un livre sur ce thème-là, Real, en 2013. Classico Real Barça, la guerre des mondes. Chez Hugo Sport. Chez Hugo Sport, et donc connaît un peu l'historique entre le Real. Puis j'ai été correspondant 10 ans là-bas, donc. Oui, ça aide un petit peu. C'est pour ça que je l'ai fait. À côté de toi, David Gluzman. Salut David. Salut. Alors moi, j'écris pas grand-chose à part des fiches. Je m'auto-charrie avant que je fasse. T'es venu avec les gros documents. Alors, David, banquier tout à fait en financement structuré également dans le civil. Et donc passionné par tout ce qui est chiffres autour business, notamment financiarisation du foot. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc là, t'es venu avec toutes tes fiches, avec tous les chiffres comme ça pour essayer d'être le plus clair possible. Ah oui, là, c'est voilà, ça peut être pas mal. Donc, on est très heureux de t'avoir avec nous. Moi, c'est un vrai plaisir. En tout cas, aussi, je vous suis depuis de plusieurs mois, voire années, sur les réseaux. J'apprécie. J'avais paraphrasé mon collègue Leplat, la qualité de vos émissions. Plus j'ai énormément de sympathie pour Sam, avec qui je fais des émissions également sur Bordeaux. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être là. Là, on va parler du football d'élite. Ça ne dérange pas, ça dérange pas un petit peu, c'est bon? Non, c'est bon, ça va. Je prends complètement. T'inquiète, l'oseille, c'est exactement. Apprendre et à parler, il n'y a aucun souci. Les socios, on est très heureux d'être avec vous. On espère que vous allez apprécier ce temps additionnel. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui sont là, qui connaissent l'habitude avec le temps additionnel. Vous mettez votre commentaire aussi sur ce thème. Le commentaire le plus pertinent sera épinglé. On lit tous les commentaires dans les temps additionnels. Il sera épinglé pour que le débat se poursuive. Et puis il y a tous ceux qui ne nous voient pas et qui voient pas, donc qu'on a grossi, qu'on a pris des hoodies, parlez pour vous les mecs, que je mets la capuche, moi j'ai blanchi, voilà. Moi aussi. Tous ceux qui ne nous voient pas et qui sont en podcast, on est très heureux que vous soyez avec nous. On va vous souhaiter un très très bon trajet, parce que la plupart du temps ils sont dans les transports au moment où ils nous écoutent. Donc merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, quelle que soit votre plateforme, et bien sûr allez mettre des étoiles sur les autres plateformes également, puisque comme ça on essaie de booster un petit peu le nombre d'écoutes. Alors, comment on va essayer de décortiquer ce débat sur le Real et le Barça? Bien sûr, on va revenir sur les événements récents avec la conférence de presse de Laporta, le tweet de réponse du Real Madrid qui nous ont donné l'idée de faire cette émission et de parler de tout ça, voir ensuite quelles vont être les conséquences d'un point de vue économique et sportif entre le Real et le Barça. Mais le départ quand même de tout ça, c'est une affaire qui est extérieur un peu au Real Madrid, c'est l'affaire Negreira. On va essayer de synthétiser, de résumer un peu tout ça. C'est pas facile, mais on va essayer de résumer un peu tout ça. Negreira, numéro 2 de l'arbitrage en Espagne, qui a été payé pendant une bonne dizaine d'années, 18 ans, une grosse bonne dizaine d'années par le Barça, pour des missions un peu opaques. De consulting.
de consulting, voilà, la conférence de presse de Laporta qui a déclenché la petite guerre entre le Real et le Barça. À la base, c'était pour justifier ses dépenses envers il est venu d'ailleurs avec des grosses boîtes, des documents qui attestaient ça. Voilà, et finalement, on est sorti de cette conférence de presse, on n'en savait pas trop plus limite moins. Donc Elton, pour essayer de pas de synthétiser, mais pour rappeler cette affaire Negreira, c'est un retentissement en Espagne qui est presque plus important que le challenge sportif du championnat d'Espagne qu'il y a actuellement. Si je devais te donner une image, c'est la personne qui a annoncé la fin du monde et qui découvre que la fin du monde est là. C'est-à-dire que on sait très bien que d'ailleurs Thibaut a été longtemps du côté de Madrid, que l'arbitrage est une thématique qui est très très importante du côté de l'Espagne, notamment du côté de la presse, à savoir que on a toujours la tentation de se dire que l'arbitre va favoriser soit le Barça, soit le Real Madrid. Et donc savoir que en gros le numéro 2, même si encore une fois il n'a pas une fonction notamment dans la désignation des arbitres, travail de concert avec le Barça, même s'il est question de consulting, c'est la preuve que le Barça est favorisé. Il faut savoir que, par exemple, il y a le Villarrato, qui est un terme qui a été popularisé. Villarrato, ça vient de Villar, qui était l'ancien président de la fédération espagnole et qui était, entre guillemets, censé, du côté de la presse madrienne et notamment de l'environnement madrienne, favoriser le FC Barcelone. D'où le terme Villarrato. Donc tout ça pour dire qu'une fois que Negreira, en gros, travaille avec le Barça, et ben c'est la preuve implacable que le Barça est favorisé par l'arbitrage. S'ensuit notamment des scènes, notamment du côté de Bilbao, où le Barça, en gros, est accusé notamment de corruption sportive. Il est question de ça. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans le prisme Real-Barça qu'on a, c'est que bon, ça a mis un peu de temps à ce que ça soit véritablement dénoncé, notamment par les autres clubs de Liga. Ça n'a pas eu le retentissement qu'on pourrait penser que ça ait au début. Et notamment, Thibaut, le Real Madrid a mis du temps un peu à se positionner autour de l'affaire Negreira et à véritablement accabler le Barça pour ça. Oui, parce que quand on parle d'arbitrage et éventuellement de favoritisme d'arbitrage, on ne peut pas ne pas parler du Real aussi. Ça va avec. Que tu sais que quand tu vas jouer à Bernabéu, l'adage, c'est que tu sais qu'il y a déjà un 0 pour le Real. Tu sais que tu vas avoir un penalty un peu bizarre, tu peux avoir un hors-jeu un peu bizarre. Et donc, comment dire, la réputation du Real, en tout cas chez lui, en Liga en particulier, c'est plutôt d'avoir avec lui le corps arbitral. Donc c'est ce qui est un peu paradoxal dans cette affaire. Et donc ils n'étaient pas les premiers à les dénoncer que le Barça pouvait... Di Stefano même racontait, ça c'est très ancien, mais comment en Coupe d'Europe aussi, les traitements particuliers réservés aux arbitres. Qu'il y avait des mallettes qui circulaient, que c'était quelque chose qui était connu en fait, qui était quelque chose qui faisait partie du folklore de l'époque. Il n'y a pas qu'au Real, dans beaucoup de clubs c'était le cas. Bernard Tapie disait cette fois-ci j'ai compris. C'est quelque chose qui fait partie un peu du folklore du football. En tout cas, la suspicion fait partie du folklore du football et en particulier du football espagnol. Et donc évidemment, le fait que le Villarrato était à l'époque un peu quelque chose d'un peu contre-culturel, parce qu'effectivement dire que le Barça était favorisé était une manière aussi de détourner aussi l'attention sur l'éventuel favoritisme à l'égard du Real. Donc là, évidemment, ça vient peut-être apporter une preuve, si tant est que c'en soit une, des collusions avec l'arbitrage. Souvenez-vous de la fameuse conférence de presse de Mourinho, du pourquoi. De Blecker, Ovrebo, Boussaka. Voilà. Et donc des suspicions qu'il y avait à l'égard de l'arbitrage à ce moment-là aussi en faveur du Barça. Donc ce qui est assez nouveau, c'est qu'il y a un cas qui est explosé et qui soit exposé en faveur non pas du Real mais du Barça. Ce qui est intéressant dans ce que dit Thibaut, c'est donc tu as déjà donné le mot de mallette qui est, tu dis folklore, tradition. On va interroger le banquier maintenant. mais oui, parce que un des axes de défense du Barça dans cette affaire-là a été de dire mais attendez, si on doit payer les arbitres, on va pas faire un virement envers la société du vice-président du syndicat des arbitres ou de vice-président de l'arbitrage en Espagne. On va faire des mallettes, on va faire des trucs comme ça. C'est notamment Gérard Piqué qui a dit un truc comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, si tu veux, si c'est juste du consulting, en fait, si tu veux, et de l'inside, des informations sur l'application des règles, pourquoi tu vas prendre le risque d'une suspicion et prendre quelqu'un qui est numéro 2 des arbitres et pas un ancien arbitre à la retraite qui, lui, de toute façon, n'arbitre plus de match, donc il n'y aurait aucun soupçon de collusion. Et alors, je ne suis pas du tout en train d'assumer ou d'accabler le Barça, mais le choix même est
très étrange. Donc d'avoir choisi quelqu'un qui était encore en poste. Laporta, pour être très précis, il a dit le 17 avril à l'occasion de sa conférence de presse que la société, en l'occurrence de Negreira, était considérée comme la meilleure. Raison pour laquelle le Barça s'est attaché à ses services. Mais le problème, c'est que c'était le seul client. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Si on doit être complet, il y a en plus de Negreira, il y aura aussi le fils de Negreira qui aurait été payé parmi ces enveloppes du Barça, ces virements en tout cas, pour faire du scouting en Espagne un petit peu. Les rapports qui ont été donnés par le fils de Negreira sont visiblement des rapports un peu sommaires. Pas forcément du scouting hyper poussé. Et ça, c'est très important parce que Laporta dit qu'ils ont traité notamment avec le fils, mais les paiements sont pour le papa. Donc ça pose question. En fait, le dommage, il est surtout un dommage réputationnel, quoi, parce que c'est très difficile à prouver une corruption arbitrale et des résultats en faveur. C'est très difficile sur des décisions aussi fines que peut être une décision sur un fait de jeu. Puis oui, c'est de l'interprétation. Donc surtout qu'en droit sportif, tu n'as pas de droit rétrospectif. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir sur des matchs qui sont terminés, quand bien même il y aurait eu corruption arbitrale. Donc c'est de toute manière, dans le combat judiciaire, il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à des preuves accablantes à l'égard du Barça. En revanche, ça ne veut pas dire que une chose est le légal et l'autre chose est le moral. Et là, effectivement, et c'est à mon avis la grosse peur de Laporta, parce qu'il était en pleine négociation aussi lié au fameux 5e levier, c'est un dommage réputationnel qui peut avoir des conséquences sur les partenariats financiers du club. Et c'est surtout là que le bas blesse, si je puis dire, et c'est surtout là que ça pose problème pour le Barça. Et le fait de la véhémence de la réponse de Laporta vient surtout faire une sorte de contre-feu et à mon avis partir sur des considérations historiques un peu bancales dans son argumentation, mais ça a surtout pour conséquence de redorer un peu l'image du Barça comme étant le club de la résistance, le club antifranquiste, et donc le club qui est finalement moralement du côté du bien et non pas du mal. Alors, pour rebondir un peu en fait, sur la réputation financière, c'est hyper important puisque là, ils ont bouclé un financement d'1,5 milliard pour le redéveloppement du complexe sportif du Barça. En fin de semaine. Cette semaine. Cette semaine. Justement, au moment donc exactement. Et comment fonctionne une banque? Moi, je suis banquier. À chaque fois qu'on accorde un crédit très important à une entreprise, on fait ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer Check, c'est-à-dire que c'est un background check et on passe au filtre les précédents judiciaires, les contentieux actuels, les soupçons de blanchiment du potentiel emprunteur. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment dans le futur, parce qu'on sait que le Barça est en situation financière difficile. Ça peut lui coûter véritablement. Même pas lui coûter, lui couper complètement l'accès au financement traditionnel. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, le contexte d'émergence est très important. Ça émerge aussi parce qu'il y a l'affaire CVC en Espagne, où le Barça a refusé le financement de CVC, et le Barça et le Real, et Bilbao ont refusé tous les trois le financement de CVC, donc ont refusé le contrôle de CVC sur leur gestion. On rappelle, c'était CVC, c'était on vous donne une manne, je synthétise, on vous donne une manne financière en échange d'une part des droits télé. C'est exactement comme en France, sauf qu'en France, en fait, ils ont fait une négociation sur 50 ans. En fait, en France, ils ont fait une négociation collective, et en Espagne, ils ont laissé le droit à chaque club de dire oui ou non, prendre ou pas. Ouais. Et en fait, le Barça et le Real ont eu entre guillemets raison, puisqu'ils ont obtenu une somme plus importante, mais contre une part plus importante de leurs droits TV à Six Street. Pourquoi le Barça a refusé? Parce que eux, ils voulaient vendre encore plus de leurs droits télé. Parce qu'avec ces fameux leviers, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, ils avaient besoin de plus d'argent. Et donc, on va en parler d'économie après. Ils suspectent une collusion entre la Liga, entre l'affaire Negreira sortirait par la suite parce qu'il y a eu notamment le refus du CVC. Bon, alors c'est très bien que tu aies parlé de la conférence de presse de Laporta, parce qu'on va y venir. C'est là où véritablement on a eu, pour la première fois depuis très très longtemps, une bataille frontale en termes de communication entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On vous a sorti quelques déclarations de cette très longue conférence de presse de Joan Laporta, notamment celle-ci: le Real Madrid est un club historiquement favorisé par l'arbitrage, même aujourd'hui, c'est l'équipe du régime. On va revenir sur cette phrase. Pendant 70 ans, les responsables de l'arbitrage étaient des anciens socios ou employés du Real Madrid. Il est même arrivé que tout ceci coïncide. Ce club fait preuve d'un cynisme sans précédent. Cette phrase-là, Elton, est sortie d'une conférence de presse où Laporta doit expliquer le financement potentiel de Negreira, et on se retrouve à une attaque contre le Real. C'est le contre-feu parfait, c'est ça ?
Oui, c'est le contre-feu parfait dans la mesure où le Real, justement, à partir du moment où ils se sont positionnés contre le Barça, et ben, ça a laissé l'occasion justement à ce club-là de répondre au Real Madrid. Et quelle manière de mieux répondre que d'envoyer cette accusation. Moi, je n'avais pas le souvenir d'avoir une accusation aussi grave de la part d'un président du FC Barcelone. Mais l'effet a marché parce que là, pour le coup, on est sur un discours qui va, entre guillemets, radicaliser notamment sa fanbase, entre guillemets, ou plutôt ses socios en l'occurrence, et dire que voilà, c'est nous contre eux. Et là, pour le coup, l'effet de Laporta a marché parce que on a oublié ce qui s'est passé avec l'affaire Negreira, entre guillemets. Ça sera beaucoup plus une thématique de justice. On s'est davantage concentré sur le fait que le Real était l'équipe du régime, du moins du côté de Barcelone. La suite, c'est vrai que la suite de la semaine après cette conférence de presse, c'était qui était l'équipe de Franco. C'était ça, en gros. C'est ça, exactement. Parce que, historiquement, Thibaut, l'équipe du régime, c'est une insulte en Espagne qui est. C'est très très haut quand même. Oui, il faut comprendre que le régime franquiste a duré près de 40 ans en Espagne. Nous, Vichy, ça a duré 4 ans, on en parle encore 70 ans, 80 ans après. On continue à avoir. C'est le fameux passé qui ne passe pas. Eux, ça a duré 40 ans. Donc, il faut se rendre compte de l'ampleur du phénomène dans la société espagnole, que la société espagnole est revenue à la démocratie dans la paix, et en échange de la paix, une amnistie à l'égard des anciens dignitaires du régime et de toute la société en réalité, parce que quand tu fais 40 ans, c'est 2 générations. Oui, tout le monde a été touché à un moment. Tout le monde a été touché à un moment par cette affaire-là, que ce soit d'un côté ou comme un autre. Certains ont changé de camp, etc. Et d'autres, beaucoup se sont exilés, notamment en France. Donc il faut comprendre le traumatisme que ça représente et le fait qu'il y a eu un travail historique, mais qui est finalement assez récent et qui est venu beaucoup de l'extérieur, beaucoup des Anglais. Paul Preston notamment a beaucoup écrit sur la guerre civile espagnole. Donc il y a des historiens espagnols qui s'y intéressent maintenant, mais c'est finalement assez nouveau. C'est arrivé un peu avec les années Zapatero, où la question de la mémoire historique, c'était la Ley de Memoria Histórica qui avait été votée à l'époque. On a réouvert des charniers, on a réouvert des tombes franquistes pour essayer de faire justice 40 ans, 50 ans plus tard. Donc c'est dans un contexte très compliqué dans le contexte espagnol, la question de Franco bien plus compliquée que la question même de Pétain chez nous, parce que bon, nous ça avait duré 40 ans le régime de Vichy, c'est parce qu'il serait passé après, donc il faut se mettre aussi déjà dans ce contexte-là. C'est ça. Ensuite, quelle est l'équipe du régime? Il y a si on veut s'en prendre directement à des considérations factuelles, qu'est-ce que serait qu'une équipe favorisée par le régime? Ce serait une équipe qui gagnerait des titres à ce moment-là en période de Franco. Bon, ben, factuellement, tu reprends les 14 premières années, là je reprends l'argument de Jorge Valdano, mais il a parfaitement raison là-dessus, les 14 premières années du franquisme, c'est-à-dire la période où le franquisme est le plus dur, ou le plus répressif, où le franquisme est coupé du monde, n'a pas le droit au plan Marshall, et où l'Espagne est dans un état de misère quasiment extrême, d'où beaucoup aussi d'émigration à cause de ça. Les 14 premières années de franquisme, le Real Madrid n'a gagné que 2 titres, 2 Coupes d'Espagne. Le Barça en a gagné 10. 5 championnats et 5 Coupes d'Espagne. Donc, s'il fallait considérer au regard des résultats l'équipe à ce moment-là, c'est plutôt le Barça. Et en réalité, quand tu regardes historiquement les études qui ont été faites, en réalité, l'équipe du régime officiel n'est ni le Barça ni le Real, c'est l'Atlético de Madrid, qui à l'époque s'appelait l'Atlético Aviación, qui était l'équipe de l'armée de l'air. Et Franco a dit lui-même. C'était la seule qui était étatiquement liée. Qui était composée de militaires. Il y avait des militaires dedans, et c'était la grande équipe du régime. C'est d'abord l'Atlético de Madrid. C'est ça qui est un peu curieux dans l'histoire. Et donc, si tu regardes ensuite, après je ne vais pas faire toute l'histoire du Real, mais l'arrivée de Di Stefano a tout changé. Il y a une affaire Di Stefano entre le club et le Real. Il y a un contentieux, effectivement, sur Di Stefano, avec une intervention du régime. Ça, c'est documenté. Mais qui est une intervention, pas pour favoriser un club contre un autre, parce qu'à l'époque, le Real n'est rien. Quand Di Stefano arrive en 53, le Real n'a même pas gagné une seule Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est à partir de 56. Le Real est un petit club. Son président, le président avant Di Stefano, Sanchez Guerra, qui était secrétaire général de la République, c'est-à-dire un républicain, a été envoyé en prison, ensuite en exil. Le club a été interdit. C'est pas le Real n'est pas pas été une situation de favoriser. Non, on n'est pas sur une situation de monopole. En réalité, en fait, il n'y a pas de club du régime entre les deux. Quoi. Non, mais c'est-à-dire que le franquisme n'est pas un fascisme comme peuvent être les autres en Italie ou en Espagne. Le franquisme, c'est surtout une idéologie catholique radicale, extrêmement conservateur, dans lequel le sport, dans sa généralité, sert un peu à contrôler les foules, mais surtout à pacifier. Ça n'a pas une importance prépondérante dans la manière. Ça a une importance dans la réconciliation. Tout ça, c'est les termes de Franco. C'est d'utiliser le football comme étant non plus une grande foire, ce qu'il appelait une grande foire communiste ou une grande foire d'identité, où en gros tout le monde se mettait un peu sur la gueule,
c'était une manière de se réconcilier autour du sport. Donc de ne pas favoriser une équipe sur une autre. Plutôt équilibré. D'où l'intervention pour que Di Stefano n'aille pas au Barça, qui à l'époque avec Koubala était l'équipe du régime, et plutôt l'envoyer au Real, qui est une manière de rééquilibrer. Donc oui, il y a une intervention, mais dire que l'équipe qu'une a été plus favorisée que l'autre, c'est pas le cas. Le Real est le club de l'establishment, parce que c'est le club de la grande capitale administrative, de la capitale militaire. Donc oui, il y a une proximité du Real, de la royauté, il y a une proximité avec la direction de l'État. Oui, ça c'est effectivement c'est une proximité qui est géographique. Et encore maintenant, tu vas au Bernabéu, dans le palco de Bernabéu, tu as des syndicalistes, tu as des hommes politiques, tu as des hommes de gauche, des hommes de droite, tu as tout l'establishment espagnol, il est représenté, c'est vrai. Mais tu vas dans les tribunes du Camp Nou, c'est pareil, mais au niveau de la Catalogne. Mais catalan. Voilà, ça, catalan. Donc tu as effectivement une proximité, mais cette proximité-là, il y a des historiens qui s'affrontent, tu as des historiens catalans versus des historiens un peu plus castillans, et encore, qui sont à mon sens plus sérieux que ceux qu'on peut voir en Catalogne. Enfin, pas tous, mais je pense à par exemple Carlos Santacana versus Ángel Bahamonde. Moi, je connais les deux, j'ai lu les deux. Bahamonde beaucoup plus sérieux parce qu'il a travaillé sur les comptes du Real, il a vraiment des éléments factuels. Donc bref, pardon, je fais un tunnel là. Mais c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Tu me poses des questions aussi. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de historiquement, il n'y a pas de club véritablement favorisé. Peut-être là, il n'y a pas de lien que vous avez fait entre ce qu'aurait fait le régime et les performances sportives. Voilà. Non, l'un et l'autre ont peut-être été aidés ou en tout cas chapeautés par le. Voilà, mais au Barça, des erreurs de gestion. C'est quelque chose d'historique au Barça, à commencer par rater la Coupe d'Europe. On va y revenir. Voilà. Ça, on va y revenir notamment par la suite quand on parlera et c'est parce que le Real et le Barça peuvent se réconcilier. Et monter dans le train de la Coupe d'Europe tout de suite, c'est comme ça que le Real a fait sa légende, compétition que le Barça avait refusé de jouer en considérant que c'est une compétition qui ne marcherait jamais. Donc c'est une succession d'erreurs de gestion. On y viendra un peu tout à l'heure. Juste sur l'aspect communication, David, quand on a vu la conférence de presse de Laporta, qui est un matin. C'était un jeudi, je crois, il me semble. Le 17 avril. 17 avril, ouais. Je sais plus. Bon, bref. C'était un lundi. C'était un lundi matin et à 16h, 18h, tweet. Non, plutôt 21h. Tweet officiel du Real Madrid avec une vidéo qui retrace l'histoire du Barça sous le prisme franco pour montrer à quel point c'était quelque chose de sensible, un sujet un peu oui, ils reprennent sensible. les images d'archives. C'était la première fois que le Real Madrid Télévision reprenait quasiment mot pour mot une sorte de frange un peu radicale du Real qui consiste à dire discours non, l'équipe du régime c'est vous en fait. C'était aussi idiot à mon sens aussi idiot que l'argument inverse en fait. Quand tu as vu ça, est-ce que tu t'es dit c'est le Real Madrid qui a vraiment posté ça? Parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, c'est un compte fan qui a sorti ça et qui a fait un montage. Non, moi, c'était le Gorafi espagnol, ouais. Non, mais c'est le vrai Real Madrid qui a fait ça. Donc, ça a donné une sensation une impression un peu bizarre de cours d'école, non? Moi, ça donnait une impression que le Real, depuis le début, n'a aucun intérêt économique et financier à répondre et il le fait que pour satisfaire sa fanbase, son supportariat. C'est-à-dire que les intérêts économiques, financiers sont tellement... L'alignement entre les deux entités est tellement important à l'heure de la Super League que pour moi, c'est du décorum. Ils n'avaient aucun intérêt à le faire. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est de la symbolique. C'est pour apaiser les fans pour moi, la même façon... Apaiser ou attiser? Apaiser les fans dans le sens où les fans attendaient qu'ils répondent. C'est ça. Et de la même manière, pourquoi ils ont répondu à l'affaire Negreiras? Car c'était le seul club à ne pas avoir réagi et les fans hardcore du Real Madrid n'auraient pas compris que le Real Madrid ne réagisse pas. Ça déplace le problème de l'arbitrage. Ça déplace, exactement. Mais l'alignement d'intérêts est tellement énorme, et depuis longtemps, parce que ça fait des années, des décennies que quand il s'agit de négocier les droits télé, que le Real et le Barça se taillent la part du lion. Donc il y a toujours eu un alignement d'intérêts. Mais à l'heure de la Super League, très sincèrement, on parle de survie financière pour le Barça. Donc l'alignement est tellement fort qu'ils sont obligés, se tiennent par la barbichette. Ils étaient obligés de répondre, mais vraiment pour le décorum. La vidéo a été faite un peu de façon artisanale. Elle a été évidemment validée en haut lieu, mais pour moi, c'est une réponse grossière parce qu'il fallait répondre. C'est très important la volonté d'apaisement parce qu'au départ, si le Real ne se positionne pas, c'est parce que
officiellement, ils disent qu'ils n'ont pas des éléments, mais il y avait des injonctions des fans et même du côté d'une certaine presse madrienne en disant oui, le Real, il faut réagir parce que là, on est sur quelque chose de sans précédent, à savoir que le Barça serait susceptible d'avoir fait une corruption sportive. Et donc, par rapport à ça, le Real Madrid devait se positionner. Donc, c'est notamment à l'initiative de ses propres supporters que le Real Madrid réagit, et c'est de la même manière à l'initiative de ses supporters qu'arrive cette vidéo. C'est vraiment très important parce qu'il y avait une volonté de rassurer notamment sa fanbase. Mais parce que n'oublions pas que c'est deux politiques à la tête des deux clubs. Il y a Laporta et Florentino Pérez qui sont deux politiques qui sont peut-être poussés comme un politique poussé par le parti à répondre à une provocation. C'est lié au statut des deux clubs. C'est ça, exactement. Le président du Barça et du Real sont élus par les socios après une grande campagne. T'as l'impression que c'est des élections qui sont plus importantes que les élections présidentielles. C'est incroyable, les campagnes présidentielles, c'est incroyable. Et historiquement, Elton, Laporta et Pérez sont deux personnes qui s'entendent pas trop mal quand même. À la base, il n'y a jamais eu de véritable affrontement entre l'un et l'autre. Si on prend l'affrontement sportif récent, début des années 2010, où c'était quand même très chaud entre Guardiola, Mourinho, etc. sur le terrain, c'est pas sous Laporta, c'est sous Sandro Rossell qui était président du là-dessus, Barça. ça s'est jamais entre guillemets prolongé. La première partie, c'est Laporta. Oui, tout début. Ouais, ça finit en 2010. Mais ça s'est jamais prolongé jusqu'au président en fait. Mais voilà, il n'y a jamais eu de gros antagonismes et de grosses guerres entre les deux. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose d'institutionnel, à savoir que voilà, les présidents, ça reste, tu vois, Florentino c'est président du Real Madrid, on va pas s'abaisser à faire ce genre de choses. Alors même si Laporta, on pourrait se dire que c'est un vat en guerre, ça reste quand même le président du Barça et donc par rapport à ça, il y a un certain statut à avoir, donc on n'est pas allé jusque-là. Mais maintenant, encore une fois, on est sur une époque où voilà, il y a les réseaux sociaux, on appelle beaucoup justement au clash, aux affrontements, et donc par rapport à ça, moi c'est ce que j'ai dit, c'est à un moment donné un clash de tweetos. Après, il faut comprendre aussi, moi je l'avais rencontré Laporta pour mon bouquin, et Laporta c'est un type très sympa, très marrant, gouailleur. Florentino Pérez aussi, pareil. Enfin, des retours. Je lui avais posé la question. Je lui avais dit à l'époque, il était plus président du Barça, et je lui avais dit quand est-ce que tu reviens, etc. Et il m'a dit non mais moi, je suis pas Florentino. Je suis pas Florentino. Moi, j'ai pas l'oseille de Florentino. Mais ça comme ça. Il m'a dit moi, j'ai pas d'argent. Lui, il est avocat. Laporta, c'est d'ailleurs son pool. C'est un pool d'investisseurs qu'il a. Derrière lui. Lui, il a pas d'argent quasiment. D'argent propre. Alors que Florentino Pérez, la caution pour le Real, la caution personnelle, je crois que c'est 400 millions d'euros. Enfin, c'est une fortune énorme. En cash. 400 euros de cash. Il faut savoir, c'est le patron d'ACS, gros BTP 2e mondial. Numéro 2 mondial. Numéro 2 mondial. Donc c'est un type qui construit des aéroports, des autoroutes, des villes entières. Donc je veux dire, le Real Madrid, c'est une goutte d'eau dans sa fortune personnelle. Et c'est aussi une sorte de patron de l'Espagne d'une manière générale. Il a 50 000 employés et il pèse beaucoup plus lourd que Laporta dans l'économie espagnole. Donc Laporta le sait très bien. L'agressivité de Laporta est plus une agressivité de challenger à l'égard du numéro 1, quoi. Et Pérez a toujours, lui, eu pour stratégie d'entretenir des relations cordiales avec tous les présidents. Le seul avec qui il ne s'entend pas du tout, c'est avec Nasser. C'est la première fois en fait où il sort un peu de sa réserve. Même s'il a aussi des intérêts avec le Qatar notamment. Oui, mais c'est la première fois où publiquement il s'est affronté à un autre président et Séphérine. C'est la première fois. Traditionnellement, il a toujours cette espèce de paternalisme un peu bonhomme comme ça. Et alors que c'est un tueur en affaires. C'est un tueur en affaires. Nous sommes le Real Madrid, on peut pas s'abaisser. Voilà. Et effectivement, en Espagne, il parle beaucoup aux journalistes. On l'appelle le bocassa, quoi. C'est vraiment le mec qui parle aux journalistes quand il y a eu les audios qui ont c'est ça, c'était rigolo. Et c'est vraiment ça. Il parle dans ces termes-là. Florentino, simplement, devant la presse, il assume complètement ce rôle de causerie au coin du feu, tu vois, ambiance un peu à l'ancienne, tu vois. Un peu Giscard, quoi. Ouais, un peu Giscard, c'est ça. Il n'osait pas le dire. Et donc, effectivement, lui et Laporta s'entendent plutôt bien. Laporta, il aime bien Pérez. Simplement, là, chacun un peu dans son rôle. D'ailleurs, Pérez, tu constateras qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Oui, c'est le Real. C'est le Real qui a communiqué. Et précisément, oui, mais sauf que c'est comme en politique. Si tu as un président qui parle et pour répondre, tu as le N plus N-5, 6 ou 7.
Tu parles de Sibeth Ndiaye, c'est ça Voilà, si t'as un président qui parle et t'as un directeur de cabinet de je ne sais quel truc qui répond, je suis d'accord. C'est un Il faut toujours parler d'égal à égal, je suis d'accord. Et donc tu parles que d'égal à égal. Si Florentino avait parlé à égal à égal avec Laporta, il légitimait ce que disait Laporta. Exactement. Là, le fait de renvoyer, en plus il répond par Twitter, tu vois, c'est vraiment. Mais sinon, ça fait genre on évacue le truc, mais moi je me mouille pas. Mais c'est clairement un contre-feu de la part du Barça, on est complètement d'accord. Ah oui, évidemment. Initialement, c'est assez grossier d'ailleurs. On parle plus du tout de l'affaire Negreira. Si on poursuit encore un peu, il y a eu beaucoup de classicos dernièrement, et peut-être un événement, vous allez me dire si c'est un événement ou non, mais Pérez n'est pas venu au Camp Nou pour les classicos, notamment il y a toujours des dîners qui sont organisés, etc. Il a décliné les invitations. Est-ce que c'est une genre de guerre froide un peu qui s'est installée Alors il n'a pas assisté notamment au repas d'avant-match à l'occasion de la demi-finale retour de Copa del Rey et donc le Classico. Il y avait le premier Classico, enfin le deuxième Classico en Liga et donc ensuite la demi-finale de Copa. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très fréquent, ça dit bien que les relations ne sont pas au beau fixe, mais après encore une fois c'est temporaire pour moi. C'est temporaire parce qu'on sait très bien que encore une fois il y a les intérêts qui reprennent le dessus et que ça va s'arranger pour moi. Bon. Oui, c'est une manière de marquer le coup, mais c'est ça. Pas cher, oui, ça coûte pas cher. Tranquille. Il n'a pas mangé, on dit à tout le monde, vous vous rendez compte, le président il n'est pas allé manger. On dirait il n'a pas mangé avant. Ça a une importance en Espagne ou pas c'est vrai que les comidas c'est quelque chose d'institutionnel. Voilà. Bon, c'est justement c'est suffisamment pas assez important pour pouvoir te porter pâle sans gravité. Ouais. Oui, c'est une petite entente. Ça envoie un message, mais c'est pas non plus un truc. On a marqué le coup, c'est une petite entente au protocole, mais c'est pas, ils n'ont pas dénoncé le contrat avec CVC, ni le contrat, ni la Super League. Donc, tu vois, l'essentiel est sauf. Alors, là où ils vont peut-être pouvoir se rejoindre, parce que l'idée c'est de savoir un peu comment ils vont pouvoir se rejoindre, c'est parce que le Real et le Barça aujourd'hui ne sont pas que deux entités rivales sur le terrain, ils peuvent être aussi deux associés d'un point de vue économique. Et là, je me tourne vers toi, mon cher David, et on va pouvoir utiliser toutes tes petites fiches. Elles sont grosses quand même, des petites fiches. Casser le cul. Non mais mine de rien, il y a énormément d'enjeux économiques, donc vitaux, notamment pour le Barça. Uniquement pour le Barça. Et on va parler après de la Super League, mais en quoi on parlait tout à l'heure des investisseurs, mais en quoi cette affaire Negreira et après toute la bataille qu'il y a eu avec le Real Madrid a une influence sur tout ce dont le Barça a besoin pour la suite là, à court, moyen et long terme. De toute façon, si tu me permets, on va revenir un peu sur l'été du Barça avec les fameux leviers. On en a beaucoup plaisanté, mais ces leviers, ils viennent pourquoi ? Ils viennent par une présidence, une politique financière, c'est même pas une politique financière, de démolition financière de Bartomeu pendant des années, qui a plongé le club vers un résultat net qui frise les moins 500 millions d'euros. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de la cigale et la fourmi, quoi. Ouais, c'est même pas la cigale et la fourmi, c'est-à-dire que après la vente de Neymar, il y a eu une explosion des frais financiers, donc des intérêts payés sur des prêts qui s'accumulaient, mais c'était une montagne de petits prêts qui passaient sous le seuil où la validation des socios est nécessaire. Il y a eu une explosion de la masse salariale, que ce soit des nouveaux joueurs, mais également des anciens. D'où les efforts demandés, l'espèce de chantage. S'il vous plaît, baissez votre salaire d'ici la fin de la saison. Exactement, on a fait un chantage médiatique un peu honteux, que moi je trouve un peu honteux, en mettant un peu le pistolet médiatique sur la table. Busquets, t'es moins performant maintenant. Vas-y, baisse ton salaire pour la fin de l'année. Frenkie de Jong, il y a eu une explosion des dépenses administratives qui font qu'il y a eu un double effet ciseau, un peu comme un tacle, les deux pieds décollés. C'est-à-dire qu'il y a eu cette explosion des dépenses et en même temps, il y a eu la règle du salary to revenue de Tebas. Tebas qui est d'ailleurs un ennemi commun, donc là en fait encore une fois il se retrouve, qui a instauré un espèce de salary cap déguisé en se disant on n'aura pas de plafond dur pour la masse salariale, mais votre masse salariale, elle devra respecter un pourcentage maximum de vos revenus. C'est ça. Donc comme c'est difficile de baisser les salaires, parce qu'il y a énormément de joueurs qui n'étaient pas très liquides, je parle un peu de façon un peu grossière, les joueurs sont des actifs désormais, il a fallu trouver des revenus. Et pour trouver des revenus rapidement, parce que ce ratio devait être respecté avant le 30 juin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vendu les bijoux de famille. Donc pour faire une métaphore, là on a sacrifié le long terme pour de l'argent
court terme. C'est comme si vous vendiez la bague de votre grand-mère pour payer la facture d'électricité. Donc il y a eu la vente de 4 leviers. Il y a eu 2 leviers, il y a eu 2 couches successives de droits télé. Donc pour plus de 500 millions d'euros, d'accord, ça fait rentrer de l'argent à court terme, là, maintenant. Mais ça va affaiblir les flux que le Barça va avoir pendant 50 ans. Pendant très longtemps. Donc ça, il faudra le récupérer. Comment ? Par du prize money, en allant plus loin dans les compétitions, en se qualifiant régulièrement pour les derniers tours. C'était d'ailleurs pas le cas. Est-ce que maintenant, ils vont avoir le droit d'y participer avec l'affaire Negreiras ? Donc ça, c'est encore quelque chose. Et d'ailleurs, David, c'est très intéressant parce que, notamment dans ses attaques, il ne cible pas l'UEFA. Oui, il parle que de manière très astucieuse. Il parle notamment du Real Madrid, il parle notamment de Tebas, mais à aucun moment il parle de justice qui arrive, donc n'insultons pas l'avenir. Mais il ne parle pas de l'UEFA, il ne parle pas de Tcheferi. Exactement. Et après, il y a 2 autres leviers qui ont été activés, c'est Barça Studio et c'est le merchandising. 49% du BCM, de l'entité qui gère le merchandising. C'est-à-dire que pour nos auditeurs, pour vulgariser, il y a 49,9% des ventes de maillots qui n'iront plus... Qui vont plus au Barça. Exactement, qui n'iront plus au Barça. Il y a eu une renégociation de la dette avec Goldman Sachs à côté. Ils ont regroupé tous ces petits prêts, ils se sont fait refinancer par Goldman Sachs, ils ont allongé la maturité, et ils ont baissé le taux. Parce qu'ils ont conclu ça à une époque où les taux étaient encore raisonnables. Les taux ont pas mal monté. Donc il y a eu tout ce travail. Mais ils sont encore dans le rouge, le Barça. Ouais. Et la seule façon de s'en sortir, c'est la Super League. Qui promeut. Est-ce que c'est celui-là le 5e levier Non, ça c'est le boss final, ça. C'est-à-dire que c'est une fois que tu as battu Bowser, en fait, t'as un super Bowser qui arrive, qui te sort du nulle part et qui te lance des carapaces dans la tronche. C'est un peu ça. Et vraiment. Mais ça, donc la Super League, c'est quelque chose qui va pouvoir rapprocher le Real et le Barça. C'est pour ça qu'on parle de guerre entre les deux. Et la Juve. C'est-à-dire que c'est les 3 mousquetaires de. Mais c'est quelque chose qui peut faire en sorte, Thibaut, que le Real et le Barça, quels que soient les antagonismes qu'ils peuvent avoir à l'instant T, bref, non, s'il y a la Super League à faire, ça va. Ce qui est paradoxal avec le Real et le Barça, c'est que c'est une inimitié qui est nécessaire. Elle est nécessaire sportivement, elle est nécessaire aussi au niveau international. Si tu entretiens cette sorte de mythologie de l'affrontement, et effectivement l'argument historique est confortable finalement parce que ça coûte pas cher. Tout le monde est mort, donc c'est ça. Personne va les vérifier. Personne va les vérifier. Tu vois, on dit c'est que du foot, calmez-vous, etc. Mais en même temps, au niveau marketing, le Real n'est pas le Real sans le Barça et le Barça n'est pas le Barça sans le Real. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. C'est très marrant. La semaine dernière, on a appris qu'il y aurait possiblement un classico en match amical cet été. Parce que personne ne veut les jouer à cause de la Super League. C'est à Vegas, le Super Classico à Vegas. Personne ne veut les jouer à cause de la Super League. Ils sont pestiférés. Donc même dans la détestation, ils se retrouvent. Voilà, et donc ils ont besoin d'entretenir cette rivalité de manière un peu artificielle pour pouvoir faire monter le prix de leur participation. Donc c'est 2 clubs qui sont intimement liés. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui ressemble. C'est 2 clubs qui se ressemblent beaucoup, mais qui en même temps qui se ressemblent tellement, un peu comme des frères jumeaux, quoi. Ils ont besoin l'un de l'autre en même temps. Des faux jumeaux. Des faux jumeaux. Moi, je comparais ça à 2 frères qui se parlent plus et qui se retrouveront de toute façon devant le notaire pour l'héritage, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Mais sous les yeux du monde entier. Il faut entretenir. On fera un Skype avec Teams, avec tout le monde. Une inimitié qui fait un storytelling, qui fait monter un peu la sauce. C'est la première saison des frères Scott. Puissance. J'adore ma métaphore. C'est la première saison des frères Scott entre Lucas et Nathan. Ça, j'y avais pas pensé. Mais on est dedans. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Moi, j'ai arrêté quand le garage brûle. Là, j'étais hyper triste. Dan Scott, c'est ça. J'ai arrêté quand le garage brûle. Sur la Super League, Elton, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Tu me disais que, et Thibaut l'a aussi un peu énoncé. Là, pour moi, c'est le passage le plus important. Pour moi, enfin dans le livre de Thibaut, enfin mon passage préféré plutôt. C'est celui que tu as lu, quoi. Il y a une histoire de rendez-vous manqué avec le Barça, notamment concernant la Coupe d'Europe, et qui peut aussi expliquer parfois la volonté peut-être à outrance du Barça, en plus de la volonté économique, j'entends, de vouloir créer la Super League. Oui, c'est vrai que évidemment, il y a le facteur économique qui est très important pour la survie du Barça, mais il y a aussi le facteur historique, à savoir qu'on a raté le rendez-vous de l'histoire dans les années 50, on n'a pas envie de rater ça dans les années 2020. Alors qu'il y a une nouvelle compétition qui est déjà très lucrative et il y a cette notion de prestige. Et donc, le Barça va être avant-gardiste. C'est pour ça qu'on ne peut pas, entre guillemets,
comprendre les décisions du Barça sans notamment se retourner vers le passé. C'est quelque chose qui est très important et qui explique notamment le positionnement de Laporta, parce qu'au départ, Laporta, il le disait quand il était en campagne. En campagne, il disait pas la Super League. Il était pas pour la Super League. Non, on aime bien les compétitions. Par contre, quand il est devenu président et qu'il a vu l'intérêt et qu'il a vu qu'il y avait aussi le Real Madrid, qu'il a vu les comptes surtout. Qu'il a vu les comptes, mais il a aussi vu le Real Madrid qui était à la pointe. Il veut pas laisser entre guillemets l'initiative au Real Madrid, donc c'est pour ça que c'est très important. Mais ça aussi, Thibaut, tu penses que ça rentre dans la méthode de pensée du Barça, de se dire, en fait, est-ce que nous là, parce qu'on est contemporain de ce qu'on voit et de ce qu'on voit de la Super League, avec notamment quand elle a été annoncée, le soulèvement populaire un peu qui a amené à ce qu'elle soit éteinte, mort-née, cette Super League, même si elle n'est pas encore officiellement morte. Mais est-ce que on pourrait se retrouver dans 50, 60 ans? La Super League est la compétition de référence et ceux qui auront dit non en 2020 auront été des ploucs qui n'avaient pas vu le truc venir. Quoi. Peut-être, oui. En tout cas, il y a une lame de fond. Il y a quelque chose qui va arriver. On ne sait pas quoi, mais quelque chose va arriver. Et effectivement, le Barça n'a pas envie de rater le coche comme il l'a raté dans les années 50. Mais tu sens l'histoire se répéter là par rapport à ce qui s'est passé dans les années 50 avec la création de la Coupe d'Europe? Moi, j'ai pas le vu Barça qui a refusé d'y participer. de référence directe à cette époque-là. Je crois que Ramon Bessa a dû en parler un peu, mais je ne suis pas certain qu'il en ait. En revanche, ce qui est présent, c'est qu'il y a une sorte de tropisme catalan triste à l'égard de sa direction. Les erreurs de gestion, tu vois, Bartomeu, c'est ça, c'est de la gestion qui n'est pas à la hauteur des exigences, et donc il y a cette espèce d'idée en disant il faut qu'on soit... Parce que la Catalogne, en Espagne, en particulier Barcelone, c'est le nord, et c'est le nord un peu fashion, un peu qui est dans qui est dans la mondialisation, qui est un peu plus à la pointe dans le design, dans les industries, dans la high-tech, dans la tech. Voilà, et donc qui a d'abord plutôt une image un peu d'innovation, et le Madrid a presque de bons gestionnaires, ouais. Mais tu as une bourgeoisie catalane importante, la bourgeoisie catalane du textile notamment, est très, très importante, et le Real, c'est l'inverse, c'est l'image de Madrid, la capitale qui vit de l'argent public, qui vit de... tu vois, c'est des archétypes, c'est en train, évidemment, bien ça sûr, a changé, c'est pour synthétiser. Mais ce que je veux dire, c'est que la tradition un peu du gestion en bon père de famille, c'est plutôt le Real, alors que ça devrait plutôt être le Barça en réalité, quand tu vois la réalité industrielle de la Catalogne. Et donc là, dans ce cas-là, il y a une volonté toujours, et tu as toujours cette tension dans le club à Barcelone, entre d'un côté les catalanistes, un peu moderniste, Laporta, et de l'autre côté les internationalistes, si je puis dire, qui parlent en castillan, dont a fait partie Núñez, par exemple, les périodes Núñez, c'est cette branche-là qui a tendance, eux, plutôt à dire, si on veut faire du business, il ne faut pas qu'on se mette à parler en catalan, à parler voilà, et il ne faut pas oublier que le Barça est le premier club d'Espagne ex aequo avec le Real, de toute l'Espagne, c'est pas simplement de la Catalogne. Donc il y a toujours cette tension qu'il n'y a pas au Real entre ces deux branches-là. Donc évidemment, c'est des questions qu'il faut prendre en compte, parce que sinon tu comprends pas en fait le contexte de Barcelone. Et donc oui, sur la Coupe d'Europe, sur la Super League, je crois qu'il y a effectivement l'idée de ne pas rater le coche, d'être un club, de continuer à avoir une image d'avant-gardiste et de prendre un peu le sillage de Florentino, parce que Florentino, dans les années 2000, il a révolutionné l'industrie du football. C'est lui qui a inventé le modèle des Galactiques, le modèle dans lequel on est, c'est-à-dire vivre des droits TV et plus simplement de tes recettes de ticketing et de tes recettes propres, vivre d'une audience qui n'est pas là. Et donc faire venir des stars, tout le modèle du Barça de Laporta, c'est aussi ça. Et la première liguisait son club, mais à hauteur de son club uniquement. C'est ça qui est très intéressant en fait. Qui ça, le Florentino? Florentino, ouais. Ouais, mais dès 2000. Ah, dès 2000, mais c'est ce que tu dis. C'est le premier à avoir fait ça. En Espagne, ouais. La révolution, mais même en Europe. Hein. Il s'est bien appuyé sur le modèle Première Ligue en fait. Mais t'avais des clubs avec un président qui recrute. Il y avait Manchester United. Ouais, non, mais même dans les années 90, t'avais quand même mes clubs de Première Ligue. Chaque club avait quand même sa star. Quand tu vois Middlesbrough qui avait quand même Ravanelli, Gigno, Paulista, Emerson. Oui, mais de fonder tout le modèle économique sur le... Les Zidane Pavones, c'est ça que c'est cette période. Zidane Pavones, c'est même encore avant, sur l'idée que les grands joueurs doivent jouer au Real comme le Real des années 50. Bien sûr. Avec un storytelling complètement irrationnel, un peu absurde, de mettre 11 attaquants, si je peux mettre 11 attaquants. Moi, je parlais de droit télé, mais voilà, c'est l'idée ensuite d'appliquer ce modèle-là, mais en considérant qu'il y a que le business, le foot business, c'est d'abord un business de héros. Ouais, c'est ça. Alors, pour terminer, David, on a l'impression que
même si on entend tes remarques sur la santé financière du Barça, les investissements, ça s'arrête pas. Hein. Ça s'arrête pas. Là, on a eu le stade. Il y a. Mais c'est 100% financé par de la dette, le stade. 100% financé par de la dette. Il y a le retour de Messi aussi. Il y a le fantasme du retour de Messi. Oui, qui serait alors au conditionnel. Hein, juste, j'ai lu dans la presse espagnole, en anglais parce que je lis pas l'espagnol, mais que le retour de Messi serait potentiellement financé par la construction d'un musée à sa gloire et dont les revenus iraient. Ouais, ce matin dans As. Voilà, exactement. Donc oui, les investissements, ça s'arrête pas, mais quand tu regardes en monnaie sonnante et trébuchante, ils ont quand même vendu pour 800 millions d'euros de bijoux de famille. Ils ont fait énormément de joueurs en fin de contrat. Ils ont fait Christensen, Kessié. Ils ont fait Rafinha, c'est le seul gros investissement. Avec Lewandowski. Avec Lewandowski et Ferran Torres. Mais quand on regarde à l'échelle de l'ancien Barça, oui, ça s'arrête pas, mais c'est pas encore en fait au niveau des top clubs. Même le Bayern, en fait, a investi encore plus. Mais ce qui est assez marrant avec les leviers, c'est que là où Florentino n'a pas trop rebondi, c'est qu'il l'avait fait, lui. En fait, les leviers dans les années 2000 avec la reprise du centre d'entraînement en fait, par la ville. Et il avait vendu une partie de ses droits à Jaime Jurés de Mediapro. Il l'avait racheté en 202014, mais il l'avait déjà fait en fait. Il l'avait déjà vendu. Donc en fait, ils n'ont rien inventé. Là. Eux, ils ont industrialisé ça. Mais ouais, donc ils se sont inspirés. Ils se retrouvent encore. L'un inspire l'autre. En fait, ils se retrouvent encore là. Mais après, on parlait de Super League. La Super League. Moi, je suis un peu sceptique parce que pour l'instant, il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas un diffuseur. Donc, c'est un beau Moi, je l'ai écouté dans l'after, en fait. Je ne sais pas si c'est le directeur de la com ou un des responsables de la Super League. Waouh! Pour autant de bruit médiatique que ce soit. C'est un fantasme d'investissement qui pourrait arriver. Moi, ce qui me dérange, c'est le non-alignement d'intérêt. C'est-à-dire que, pour la Super League, pour faire très rapide, c'est pas une émission Super League, mais il y a 3 clubs qui sont vraiment pionniers. Il y a le Real qui veut le faire pour poursuivre son hégémonie. Parce que le système social fait qu'ils ne peuvent pas avoir un mécène ou des investissements étrangers que de l'argent qu'ils génèrent. Comme la Première Ligue, exactement. Le Barça le fait parce que de toute façon, ils sont de l'aveu même de Laporta, ils étaient en urgence vitale, ils sont maintenant en observation. En mort clinique. Voilà, en mort clinique, ils sont maintenant en observation. Et la Juve le fait parce que la Juve, c'est quand même un peu compliqué. On leur retire 15 points, ils font des transferts de 90 millions d'euros sans flux financier. Ils vont avoir un procès pour ne pas avoir comptabilisé le fait d'avoir repoussé le paiement des salaires pendant le Covid. Donc, ouais, ils ne font pas pour des bonnes raisons. Couteau sous la gorge. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, en fait, il y a l'alignement. Oui, pour parler crûment, c'est l'oseille, mais pas tous de la même position. Il y en a, c'est pour survivre. Il y en a, c'est pour continuer à marcher sur les autres. Donc, moi, quand il n'y a pas de diffuseur, pas de sponsor et pas vraiment d'alignement d'intérêt, je suis encore un peu sceptique. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. C'était hyper passionnant de faire cette émission et d'essayer de voir, de partir de ces petits tweets, ces échanges de tweets entre le Barça et le Real pour expliquer un peu tout ce qu'il y a actuellement et d'où ça vient, surtout parce qu'on a eu une énorme partie historique. Merci Thibaut, merci David d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir. C'était vraiment cool. Merci Elton. C'est sympa, non ? C'était sympa, ouais. On se fera un petit On a encore une fois appris beaucoup de choses. Les socios, merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous étiez réticents au début de la vidéo et que maintenant vous ne l'êtes plus. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits likes. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en podcast. On va vous souhaiter une très très belle fin de semaine et se donner rendez-vous très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.